C'est parti. Erwan Leverger, bonjour. Bonjour. La CCFC et ses partenaires accompagnent des producteurs et des exportateurs de riz au CIAL du 19 au 23 octobre prochain en France. Est-ce que vous pouvez nous dire en quoi consiste un peu plus précisément cette mission et avec quels partenaires vous organisez cette mission riz donc en France? Donc cette mission, en fait, c'est une initiative d'Arnaud Darc, donc le président de la CCFC, qui nous avait un petit peu challengé sur qu'est-ce que l'on pouvait faire pour promouvoir le riz cambodgien, qui est le meilleur riz jasmin, donc riz parfumé au monde. Comment le promouvoir en France et par sa carte de visite, comment promouvoir plus globalement le Cambodge. Donc nous avions réfléchi tout de suite à l'idée de faire un voyage, tout simplement, un voyage en France pour pas prêcher la bonne parole, mais en tout cas comment donner plus d'informations sur ce qu'était ce riz, sa filière. Et en parlant à différents acteurs de la filière rizicole, ou en tout cas les partenaires connexes à la filière, nous sommes mis d'accord avec l'AFC, qui est, on va dire, la partie privée de la Banque mondiale. Nous sommes mis d'accord pour comment faire une action ensemble, sachant qu'eux prennent un stand sur le CIAL en octobre 2014, 19 au 23, et ils y emmènent à peu près une dizaine d'exportateurs et producteurs de riz cambodgien. Donc eux étant présents et prenant un stand sur le CIAL, on se dit bingo, ne faisons pas les choses de manière séparée, travaillons ensemble. Et là, nous avons réfléchi sur qu'est-ce que l'on pouvait proposer autour de ce salon, de façon à ce que cette présence cambodgienne, qui est exceptionnelle, ce sera la première fois que les exportateurs et les producteurs du cambodgien voyagent sur un salon professionnel en Europe et donc en France. Qu'est-ce qu'on peut faire pour optimiser cette présence-là et justement être dans cette mission de pouvoir promouvoir le riz et peut-être plus globalement pouvoir l'agribusiness et encore plus largement le Cambodge. Donc du coup nous avons programmé deux actions. Une première action qui va être une action un peu plus portée sur les médias, qui va être de créer un événement gastronomique, donc dans une très grande table parisienne, avec un chef français et un chef khmer, de préparer un repas autour de la thématique du riz cambodgien, avec sans doute d'autres ingrédients khmer, et donc d'inviter un parterre de journalistes, mais également de certaines, je n'aime pas le mot célébrité, on va dire certaines personnes de notoriété qui travaillent de près ou de loin avec les associations cambodgiennes, et donc qui pourront elles aussi promouvoir ce riz et la culture cambodgienne. Si elles joindront évidemment certaines représentations ministérielles de part et d'autre. Le deuxième événement sera lui plus axé business, et donc il s'agit d'une rencontre entre acteurs de l'agroalimentaire et de l'agribusiness français et les exportateurs et producteurs de riz khmer. Donc une rencontre, mais également au préalable une conférence ou en tout cas une information, une table ronde sur quid de la filière rizicole cambodgienne actuellement, comment elle a évolué, vers où elle va, de façon à avoir une vraie information limpide, claire sur la réalité, non pas simplement sur la représentation qu'on peut en avoir d'Europe. Et de manière plus large aussi, une présentation de l'agriculture aujourd'hui, de ce qui est aussi envisagé au Cambodge, et de quelle manière des acteurs de la filière agroalimentaire française pourraient s'inscrire dans un schéma de développement, qu'il s'agisse d'un soutien financier, d'un soutien industriel ou d'un soutien en ressources et en compétences. Quand je dis où, ça peut être et où. L'AFD et la mission économique sont partie prenante de... Tout à fait. Donc en termes de partenaires, là aussi c'est un petit peu la
deuxième volet un peu symbolique de cette action, c'est finalement de travailler avec des partenaires multiples et d'arrêter de travailler chacun pour sa chapelle, ou en tout cas de manière cloisonnée. C'est pas toujours volontaire, mais je crois que nous sommes souvent sur des institutions ou des organismes qui veulent bien faire, mais qui travaillent beaucoup entre eux, et pas entre eux, qui travaillent de manière différenciée et qui oublient justement de travailler entre eux. Donc là, pour ce coup-ci, il va y avoir donc la Chambre de commerce, l'AFD devra être partie prenante, également la mission économique de l'ambassade de France au Cambodge, l'AFC que j'ai nommé, et également le MEDEF, avec lequel moi je travaille particulièrement. Donc une mission RI pour donner de la visibilité au riz jasmin. Les acteurs de la filière risicole cambodgienne que vous accompagnez produisent ce riz jasmin élu depuis 2 ans de manière consécutive meilleur riz du monde. Mais comment expliquez-vous cette faible notoriété du riz cambodgien sur le marché? Il y a plusieurs problématiques qui s'entremêlent, mais il y a quand même c'est qu'il n'y a pas, on ne parle pas aujourd'hui sur les marchés internationaux, on ne parle pas du riz cambodgien. En fait, il y a des grandes familles de riz. Si je parle de manière un peu globale, nous allons avoir le riz blanc. C'est le riz qu'on trouve en Benz, en sachet, pré-cuit. Le riz basmati, donc, qui est le riz plutôt indien, là aussi, l'appellation, je crois, modana. Mais donc il y a un riz très parfumé, qui est en tout cas un parfum très particulier, donc on appelle riz basmati, un peu fumé. Et puis vous avez un deuxième riz parfumé, qu'on appelle le riz jasmin, mais qui, d'un point de vue consommation et même achat, porte le nom de riz thaï. Et la grosse problématique est là, c'est qu'on a assimilé finalement une variété de riz, plusieurs variétés de riz d'ailleurs, parce que pour le riz thaï, il s'agit du Haut-Mali, donc qui a une variété thaïlandaise, mais on a assimilé finalement toutes les variétés de riz jasmin, comme le Rundol Mali, comme le Kar Mali, qui sont là pour le coup des espèces khmer, à l'appellation riz thaï. Et donc du coup, difficile d'exister quand vous travaillez du riz cambodgien et que celui-ci est vendu sous l'appellation riz thaï. Et encore, il n'y a pas très longtemps, un exportateur me disait, quand je rencontre des acheteurs européens, ils me disent, qu'est-ce que tu as comme riz thaï qui pourrait venir du Cambodge? Voilà. On arrive quasiment un peu à ces aberrations de langage. Et du coup, on est quasiment sur une problématique marketing. Tout simplement parce qu'on a identifié le riz jasmin comme étant le riz thaï. Alors, est-ce que c'est par défaut d'avoir trouvé une appellation ou est-ce que c'est par intelligence que les Thaïs ont réussi à faire admettre que au Mali et tous les riz parfumés de jasmin s'appellent riz thaï? Je sais pas, je pense que c'est un petit peu des deux. Ou peut-être aussi le fait qu'il y a un problème de transformation du riz cambodgien. Alors ça partie. Ça c'est on va dire la deuxième ou la troisième, en tout cas une des autres raisons sur en tout cas là, pour savoir pourquoi le riz cambodgien est mal identifié, c'est la première raison, c'est vraiment l'histoire de l'appellation locale. Ensuite, pourquoi on le voit moins sur les marchés? Là, il va y avoir des raisons qui sont des raisons économiques et des raisons logistiques. Notamment, si on parle de la raison économique, c'est qu'aujourd'hui, le riz cambodgien. Comment fonctionne la chaîne de A à Z du riz cambodgien? Sur les points forts et points faibles, et du coup. Alors, prenons, aujourd'hui, il y a une multiplicité de variétés déjà de riz cambodgien. Les deux principales sont le Kamalis et le Rundol Malis, mais il y en a d'autres. Et notamment en fonction des régions, simplement parce qu'on est vraiment sur des riz qui sont cultivés à certaines périodes, en fonction du climat, en fonction de la géologie, de la géographie, etc. Donc déjà, on est vraiment sur un morcellement. On ne peut pas dire qu'il y ait une gestion globale aujourd'hui du riz khmer. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, on est donc sur plein de petits paysans, par même de journaliers, qui se déplacent pour aller récolter des parcelles, et qui finalement vont vendre leurs récoltes au plus offrant, sachant que les plus offrants ne sont pas toujours, en tout cas ceux qui anticipent le plus, ne sont pas toujours les rizeries cambodgiennes. J'entends par là qu'il y a
toute une partie de la production de ce qu'on appelle le paddy, c'est-à-dire qui est le riz brut, le riz Ralph, qui va être vendu à nos voisins directs étant les Vietnamiens et les Thaïlandais. Et donc du coup, ce riz-là n'est pas transformé au Cambodge, il ne passe pas dans les moulins, dans les rizeries cambodgiennes, il est transformé ailleurs et est exporté depuis ces pays. On arrive même à avoir des mouvements où le riz est transformé, rien j'étais au Cambodge, on a à nouveau à plein de sphères. Là-dessus, il y a des mouvements assez variés. Donc bon, là, on a un premier point. Le deuxième point concerne les rizeries cambodgiennes, qui sont, je tiens à le dire, de plus en plus structurées, de plus en plus professionnelles. Cependant, on est vraiment quand même sur le début de cette structuration. Et un des problèmes qu'on a va être un problème de cash. C'est que justement, pour pouvoir avoir une production, pour pouvoir soutenir une production et surtout vendre sur ce qu'on appelle des programmes et non pas en one shot. Donc un programme, ça va être une commande récurrente tous les mois ou tous les 2 mois, genre une fréquence comme ça, un programme sur 2 ans, sur 3 ans, où un acheteur s'engage à prendre 3000, 2000, 3000 tonnes tous les 2 mois. Donc, pour pouvoir travailler de cette manière-là, ça nécessite de faire des stocks. Ouais, il y a un problème de stockage. Pour faire des stocks, eh bien, il faut acheter du paddy et notamment acheter du paddy en grande quantité. Et donc, pour acheter du paddy en grande quantité, eh bien, il faut une levée de trésorerie avant même que l'acheteur, lui, n'ait dépensé un seul centime. Et ça, aujourd'hui, on a un gros problème de cash, c'est que les différentes rizeries, les différents exportateurs ont de la trésorerie, ils peuvent financer un petit peu de préachat, mais pas les quantités nécessaires pour pouvoir assurer les programmes de vente. Et donc il est bien évident que quand vous travaillez en one shot ou quand vous travaillez un programme, eh bien, vous avez d'une part des économies d'échelle que vous n'allez pas retrouver dans l'autre. Et donc du coup, en termes de coût de production, vous allez avoir un coût qui en tout cas va être va être plus élevé que celui que vous pourriez avoir si vous lisiez votre production. Notamment en termes de fidélisation, et ça c'est très important, fidélisation des producteurs, et pouvoir leur dire, voilà, vous allez produire, moi je vous achète votre récolte, je vous fournis des graines, et d'être dans une relation comme ça de partenariat. Alors aujourd'hui, il y a certains exportateurs, certains producteurs qui le font, qui commencent à travailler comme ça. Quand j'y commence, certains ont déjà commencé depuis quelques années, mais voilà, se structure de cette manière-là, mais c'est encore insuffisant, d'autant plus que nous avons 2 voisins qui sont très forts consommateurs et exportateurs de riz. Donc voilà, donc il y a vraiment cette question là, ce qui est économique. Et puis on pourrait rajouter, sans doute encore une entrave à l'exportation du riz cambodgien, qui est la question logistique. Ouais. Donc comme je disais, quand on a un morcellement des parcelles, c'est autant de riz, de paddy à regrouper, donc à travers des petits camions qui mettent dans des plus gros camions, qui vont mettre dans des zones de ralliement, jusqu'aux rizeries. Sachant qu'on a quand même une importation des rizeries au Cambodge qui essaie d'être au plus près des producteurs. Mais cependant, à chaque fois, on est point de ralliement. Et ensuite de ces rizeries-là, il va falloir faire converger vers, si on veut exporter à partir du Cambodge directement, il va falloir exporter de Sihanoukville. Et là, à Sihanoukville, on va pouvoir accueillir que des bateaux de 7000 tonnes. Ça, c'est déjà bien, si on arrive à faire partir un bateau de 7000 tonnes, ou plusieurs bateaux de 7000 tonnes tous les mois, c'est très bien. Mais cependant, la problématique est que entre un bateau de 20 000 tonnes qu'on va trouver dans des ports en eau profonde, comme par exemple à Ho Chi Minh, et un bateau de 7000 tonnes, il y a des coûts de transport qui sont supplémentaires, qui peuvent aller de 20 jusqu'à parfois 30% de supplément à la tonne, tout simplement, parce que la capacité de chargement. Donc, et c'est pas négligeable. Donc, quand vous ajoutez à cela parfois des problèmes un petit peu de suivi, de certification, qui là aussi se sont énormément améliorés, tout ce qui est traitement des conteneurs et autres. Quand en plus, vous avez ce morcellement d'étiquette, entre guillemets, où on n'est pas sur une appellation très claire d'un riz mer. Voilà, on peut rajouter comme ça plein de petits détails, mais qui font que finalement l'avantage que l'on pourrait tirer du riz cambodgien, notamment sur l'exportation du marché européen, étant donné que
par le traité Tous sauf les armes, nous pouvons exporter sans aucune sans droit de douane à l'entrée européenne, ce qui n'est pas neutre. Eh bien finalement, cet avantage-là, il est un petit peu compensé par des freins logistiques, par une capacité de financement qui est aujourd'hui insuffisante, et puis j'irai un peu par une vision, une gestion globale de cette filière rizicole. Et j'oublie encore bien des points sur certains problèmes. Et cette vision globale, est-ce que le CRF récemment créé peut justement apporter une vision globale de développement de la filière rizicole? Tout à fait. Tout à fait. C'est vraiment là, très clairement les ambitions affichées par Peter Sok, qui est le nouveau président du CRF, donc la Cambodian Rice Federation, fédération qui regroupe les trois anciennes fédérations, et qui avaient chacun un petit peu leur précaré. Donc aujourd'hui, à l'initiative de Sun Chantol, le ministre du Commerce, donc le CRF a été poussé. À sa tête, aujourd'hui, nous avons Peter Sok, qui est familier du commerce international, étant donné qu'il dirige un grand groupe également de commerce international, et qui, dès son discours d'investiture, a très clairement dit qu'une des difficultés est de pouvoir avoir des investissements, notamment des investissements extérieurs, avec des taux d'intérêt inférieurs à 7%. Et donc voilà, comment faire pour pouvoir attirer les capitaux extérieurs pour financer et lancer cette filière rizicole. Donc il y a vraiment une conscience très claire que les enjeux financiers et de financement sont une des clés de voûte. Et on peut voir, je le disais un petit peu tout à l'heure, en tout cas au fil de notre entretien, c'est que vraiment il y a une progression qui est très nette de la part des producteurs et des exportateurs. On le voit par un rajeunissement des producteurs, on imagine comme ça, de manière un peu naïve, un paysan dans son coin. Là aussi, les choses changent beaucoup. Il y a, je crois, une centaine de grosses sociétés de production, avec une 50 qui sont principales. Et puis il y a aussi une hiérarchie parmi ces sociétés qui produisent et ou exportent. Ce qu'on peut remarquer, c'est que le pays est jeune, mais les gens qui dirigent ces sociétés-là, en tout cas qui sont les cadres, sont des personnes qui sont plutôt jeunes, où on voit une féminisation même de la profession, des personnes qui parlent très couramment anglais, qui sont très familiers avec la notion de marché, avec la notion informatique, et où finalement on voit se récupérer peut-être un gap qu'il y avait il y a 5-10 ans, là aujourd'hui vraiment de manière très exponentielle. Il y a une volonté de se former pour pouvoir faire comment on peut être optimal sur les marchés externes, parce qu'on a bien compris que la filière ne marcherait que par l'exportation. Sachant que là aussi on est dans des objectifs pour le coup du Premier ministre qui avait demandé 1 million de tonnes en 2015, sachant que entre 2012 et 2013 il y a plus 84% d'augmentation de la production. Pardon, rien. Donc en 2013 c'est 379 000 tonnes de riz qui ont été produites. Donc 1 million, c'est un objectif peut-être pas forcément réalisable. Qui sera sans doute pas atteint, mais il a le mérite d'exister. Deux, il a eu aussi le mérite de mettre un peu de dire il va falloir qu'on se mette au travail. Et les outils comme le CRF sont là, la modernisation des différents systèmes de production et des sociétés productrices et exportatrices. Nous pouvons le constater aujourd'hui très clairement sur le terrain, appuyé par des organismes, je vais là encore en rougir pour le coup en tant que Français, des organismes comme l'AFD, l'Agence française du développement, qui très clairement a bien soutenu et continue de soutenir la filière rizicole. Donc les choses vont sur la bonne voie. Il est très clair, et ça je pense que tous les acteurs en ont conscience, il y a la nécessité pour d'exister sur le marché extérieur, de pouvoir
je ne sais pas si c'est labellisé, en tout cas de donner une appellation à ce riz khmer. Ça maintenant, qui doit le porter, c'est aux acteurs de le décider. Est-ce que c'est une directive du ministère du Commerce, de l'Agriculture, du CRF? Est-ce que c'est les producteurs entre eux? Voilà, ça c'est, en tout cas, c'est pour que ça soit porté et que ça soit admis par tous, il faut que ça vienne des acteurs principaux. Justement, ces producteurs, selon le ministre de l'Agriculture, ils seraient 9 millions au Cambodge, mais seuls 40% d'entre eux produiraient un riz de qualité suffisant pour être exporté. Finalement, c'est pas beaucoup, 40% sur le nombre de producteurs. Et cet appel de 1 million de tonnes, est-ce que ça risque pas d'entraîner une production quantitative au détriment d'une production qualitative qui est la marque de fabrique du riz Jasmin finalement, c'est un produit de qualité. Alors, moi je ne suis pas dans la tête des gens, donc je ne peux pas savoir comment ils vont interpréter ces chiffres-là. Il y a plusieurs choses à clarifier sur la notion de qualité déjà. Quand on parle de qualité de riz, on va parler d'espèces. Donc il y a des espèces qui sont plus nobles que d'autres. On va parler et notamment d'électrification gradée en fonction de la longueur du grain, de sa pureté. On va parler de brisure, de taux de brisure. Donc, en fait, un riz de grande qualité serait un riz où on va avoir très peu de brisure, avec une bonne longueur de grain qui correspond à la spécificité et une espèce qui est reconnue comme étant qualitative. Vous irez ajuster là-dessus le taux de cailloux, le taux de moisissure, etc. Donc il y a quand même tout un ensemble de critères qui vont définir la qualité du riz. Et là-dessus, il y a deux façons de calibrer la qualité. Il y a une façon qui est justement dans le choix du grain que l'on va mettre. Est-ce qu'on va être d'IR60 pour avoir du riz blanc et puis on vend des conteneurs en ayant finalement un taux de marge très réduit sur des terres qui aujourd'hui ne sont pas extrêmement productives, parce qu'on n'a pas d'irrigation en Cambodge, donc on est sur des récoltes qui sont encore juste pluviales, et on retient légèrement avec des digues, mais il n'y a pas d'irrigation. Donc en fait, on fait une récolte, à peu près par an. Il y a certains endroits, jusqu'à 2 récoltes, mais bon, ce qui est très maigre. Surtout si on se souvient de l'époque, ou si on se rappelle à l'époque encorienne où on allait jusqu'à 3 récoltes par an en fonction des espèces et du donné d'irrigation. Donc ça c'est une réalité, très clairement, c'est qu'on ne produit pas, on n'a pas une capacité de production énorme. Donc s'orienter vers un riz blanc avec un faible taux de marge serait plutôt une erreur. Donc il vaut mieux s'orienter vers un riz plus qualitatif et donc comme le riz Jasmin qui est plus demandé et où les prix sur le marché peuvent aller quasiment parfois jusqu'à 2 fois le prix du riz blanc. Donc ça voilà, ça c'est le premier point. Ensuite sur le fait qu'il n'y a que 40% qui font la qualité, etc. Là aussi, de toute façon, on ne pourra pas faire 100% de qualité. Tout simplement parce que pour faire du riz sans brisure, ça veut dire qu'il faut écarter tout le riz qui est brisé. Donc, nécessairement, de faire du riz sans brisure nécessite du riz brisé. Donc voilà, on ne pourra jamais de toute façon arriver à 100% de producteurs qui feraient du Karmali grade A, 5% de brisure. Ça, on ne peut pas. Maintenant, il y a des marques. Nous, si on veut exporter, si on veut que l'Europe achète le top du riz cambodgien, celui qui a été élu pour la 2e année consécutive l'année dernière meilleur riz au monde, oui, il y a plutôt très clairement à aller et à s'orienter vers le cannabis ou le maïs, sur cette exploitation. L'année dernière, il y a eu une augmentation assez extraordinaire entre 2012 et 2013, assez extraordinaire de la production. Au premier trimestre 2014, la production a été légèrement en baisse suite à ce qui s'est passé en Thaïlande avec une subvention, système de subvention à tout va vers les producteurs thaïlandais. Donc on peut dire que la baisse, je ne sais pas si je me trompe, mais la baisse est peut-être conjoncturelle. En fin d'année, est-ce qu'il y a des objectifs de production raisonnables qui ont été chiffrés Est-ce qu'il y a eu un réajustement par rapport Non, il y a des estimations. Les estimations sont différentes en fonction des différents organismes. Très clairement, oui, il y a la petite difficulté en fait, qu'on rencontre vis-à-vis du riz thaïlandais, c'est que le riz thaïlandais a eu une politique
politique de subvention du riz auprès des producteurs. Et donc du coup c'était un riz qui pendant pas mal de temps s'est vendu plus cher, étant donné que le gouvernement thaïlandais assurait un achat qui, je crois, était de l'ordre de 10% au-dessus du prix du marché aux paysans thaïlandais pour le paddy. Donc du coup, à partir du moment où j'achète mon paddy 10% plus cher, il va me coûter au moins 10% plus cher à la vente, si ce n'est plus. Donc du coup, l'État thaïlandais a stocké énormément de riz thaïlandais, le Omalis pour être précis. Plus de blanc, plus d'autres variétés. Et donc, en stockant ce riz, eh bien, il s'est donné une capacité de pouvoir, entre guillemets, noyer le marché. Et c'est un petit peu ce qui se passe aujourd'hui. Tout simplement parce que par les mouvements politiques que rencontre la Thaïlande aujourd'hui et le fait de toutes les critiques qu'il y a eu sur cette politique-là, eh bien, ils commencent à lâcher un petit peu les stocks et donc on se retrouve à un riz qui est plutôt bon marché, parce qu'ils ont une grosse quantité, ils veulent s'en débarrasser. Maintenant, là, on va pouvoir pointer un petit peu du doigt aussi, on veut vraiment avoir un riz de bonne qualité. Quand dans un stock, j'ai du 2013, du 2012, du 2011, j'ai pas la même qualité de riz là aussi, étant donné que le meilleur riz, c'est toujours le poids le plus récent, et non pas celui d'il y a 2, 3, 4 ans qui est plus dur. D'accord. Donc, de belles perspectives pour le riz cambodgien, parce qu'il y a une volonté des autorités de structurer un peu plus tout ça, de donner une dynamique, et que des acteurs commencent à se structurer, à se fédérer. De belles perspectives, ça, genre, là aussi c'est l'année que vous me dira, parce que on pourra souligner quand même peut-être deux, trois warnings. Juste après. Mais une chose est sûre, c'est que le marché se structure de par une volonté étatique, de par des institutions qui se créent pour ça, et qui ne sont pas des institutions supplémentaires, mais qui en regroupent les anciennes. C'est plutôt une bonne chose. Quand nous on est habitué au système administratif un peu millefeuille. Et puis en effet des acteurs qui sont modernisés, qui sont jeunes, qui sont au fait de ce qui se passe. Et avec une information de plus en plus à ces producteurs aussi sur finalement qu'est-ce que demandent les Européens. Et donc là, la démarche d'aller voir les Européens et de dire bon, bah, voilà, regardez aussi tout ce qui a changé. Que finalement, ce que je suis en train de vous dire, c'est un peu le dialogue qu'on veut tenir vis-à-vis des acheteurs et de toutes les personnes qui gravitent autour de la filière brassicole ou même de l'agriculture et de l'agribusiness, parce que ce qui est vrai dans le riz est un petit peu vrai dans d'autres secteurs et pourrait être vrai demain dans bien d'autres. Donc les warnings, vous parlez de... Après, sur les warnings, on va parler, je disais tout à l'heure, c'est qu'on est ici sur une production qui se fait sans irrigation, où en fait tout est en fonction des pluies, des pluies. Et en fait, les changements climatiques à venir peuvent mettre en difficulté les productions rizicoles cambodgiennes, par exemple. On sait également que il va y avoir des données environnementales qui vont être perturbées, notamment par toutes les histoires des barrages au Laos qui ont été construits par les Chinois, les barrages hydroélectriques, donc qui vont modifier les affluents. Donc, modifiant les affluents, les irrigations naturelles peuvent se modifier. L'impact, les zones d'impact qu'il peut y avoir sur toutes les régions rizicoles peuvent être relativement impactées sur un pays qui, il faut le rappeler, est quand même nourri dans son centre, et Gérard Rocher sur son sein par Tonlé Sap, qui est plus qu'une mer, c'est carrément une mer intérieure qui triple sa surface. Et donc il a aussi des terres, un petit peu comme le Nil le faisait en Égypte. Et donc ça, ces données-là, elles sont, il y a plusieurs organismes qui travaillent actuellement dessus, comme le CABI par exemple, les organismes qui sont liés plus à l'ASEAN, qui regardent un petit peu quelles sont les prospectives d'agriculture au Cambodge en raison des modifications climatiques à venir et des modifications environnementales dues à la main de l'homme.
Donc ça, est-ce que ça va handicaper le riz ou est-ce que c'est peut-être justement une occasion de continuer à le penser différemment? C'est autre chose, mais une chose est quasiment sûre, c'est que par contre ça ne pourra pas être la seule production du pays et qu'une diversification est sans doute à envisager. Donc voilà, ça serait peut-être un petit peu le warning. Et puis peut-être le deuxième warning, c'est que on est sur le riz est une denrée qui est indispensable, pas qu'en Asie, en Afrique, et qui devient de plus en plus dans le monde entier. Donc avec énormément d'enjeux économiques. Et puis nous ne sommes pas tout seuls, le Cambodge, voilà, il y a des voisins, il est dans une zone qui est en forte croissance, qui est vive, et là aussi il y a des paramètres qui sont des paramètres extérieurs, des réactions des acteurs extérieurs que l'on ne peut pas appréhender. Ouais. Voilà. Donc je pourrais peut-être dire une chose, c'est que le riz cambodgien, dans ses exportations, qu'il fait un petit peu avec l'Europe. Sachant que l'Europe, notamment la France, est le premier consommateur au monde de cambodgien. Eh bien, est fort apprécié. Et, je pense que les initiatives que là nous menons avec la Chambre de commerce et les autres organismes cités peuvent renforcer. D'autant plus, voilà, nous ne sommes pas les seuls, il va y avoir d'autres manifestations. Il y a la fête du riz à Siem Reap qui va avoir lieu à nouveau cette année. Et, voilà, il y a des manifestations qui sont faites. Et puis peut-être un troisième titre de meilleur riz au monde pour le Cambodgien. C'est quelle période? À la fin d'année, en décembre. Ouais, ça va se passer au Cambodge. D'accord. En espérant. Oui, donc cette mission elle est intéressante, ce que vous disiez au début de l'entretien, parce qu'il y a aussi un partenariat public-privé qui se greffe autour de ce projet-là, des acteurs qui ne travaillent pas forcément d'habitude ensemble, qui là sont sur un projet commun avec des intérêts communs. Ça c'est intéressant aussi comme exemple de dynamique dans une filière donnée, et ça peut aussi donner une inspiration, déclencher des habitudes de travail. Une chose est sûre, c'est que pour les acteurs français qui sont présents et qui pourraient avoir des intérêts au développement de la filière rizicole et de la grosse business genre en général, il ne va pas être possible de continuer à travailler de manière cloisonnée. Tout simplement parce que nous ne sommes pas tout seuls. Les acteurs chinois et coréens extrêmement présents sur la question de l'agriculture. Maintenant, la place qu'il y a à prendre n'est pas tant sur l'agriculture, mais plutôt sur la filière agroalimentaire, sur tout ce qui suit. Nous avons quand même plusieurs domaines d'excellence. Et donc, ça là-dessus, évidemment, à travailler ensemble, à décloisonner, et entre guillemets, les institutions ou organisations ont plutôt intérêt à donner là et à donner l'exemple sur ce point-là. Ça, c'est paraît indispensable parce que le pays est soumis à une très forte concurrence internationale, et pas que chinoise, coréenne, japonaise, thaïlandaise, vietnamienne. Voilà, il y a du monde quand même, il y a du monde sur place. Il suffit de regarder le Cambodge, puis on a compris qu'il y a beaucoup de gens autour, qu'on est sur un marché mondial, et qu'il y a des enjeux très très forts. Oui, il y a le marché de l'ASEAN qui autour de tout ça, qui rajoute un peu... c'est le piment, sachant que le Cambodge n'exporte pas des masses sur l'ASEAN. Mais bon, ça c'est encore un autre sujet, un autre débat. Écoutez, je vous propose qu'on se retrouve à votre retour de cette mission officielle fin octobre, et puis peut-être un deuxième rendez-vous fin décembre pour la fête du riz ou la nomination du nouveau meilleur riz du monde pour la troisième année consécutive. Merci beaucoup. Merci.